Aujourd'hui, à Boloninglo, tout le monde se prépare. Une longue procession s'approche lentement. La jeune mariée et ses parents arrivent, suivis de leur famille et des habitants de Asailo, d'où ils sont originaires. Ils progressent en chantant. Les femmes portent leur châle de cérémonie. C'est jour de fête chez les Émis. Après avoir quitté Haflong, le chef-lieu des monts Kachar, nous nous engageons sur la piste qui s'enfonce dans les montagnes. Au fond de la vallée de Laichong, un petit marché réunit tous les après-midi les gens des montagnes et ceux de la vallée. Ils vendent leurs productions et quelques denrées importées. Nous sommes au nord-est de l'Inde, aux confins du Nagaland et du Manipur. Sur les hauteurs, je retrouve enfin le village de Laichong, accroché à flanc de montagne. C'est là que vit mon ami, Etchekambe Nyume. Il fut mon guide il y a 20 ans. Nous grimpons, un peu fébriles, l'unique ruelle qui mène au sommet. La maison d'Etchekambe se trouve tout en haut du village, en face du Hangseuki, l'une des 2 grandes maisons de culte. Malheureusement, Etchekambe est absent. Je suis accueilli par son épouse entourée de quelques-uns de ses enfants. Pas facile de communiquer en l'absence de mon ami. Elle me fait comprendre qu'Etchekambe est parti à Haflong, le chef-lieu de la province. J'ai découvert ces montagnes du nord-est de l'Inde pour la première fois il y a plus de 20 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je parcourais alors ces hautes terres de tribu en tribu. Rangrun, Asailo, Laichong, autant de villages qui m'étaient devenus familiers. La rencontre avec les Émis fut un véritable choc. Leur tenue, leur parure, leur danse, leur musique, tout en eux entretenait ce lien étrange avec ces Indiens des Amériques que mes chemins de traverse m'avaient permis de rencontrer bien des fois. 2 décennies se sont écoulées depuis. Une éternité pour ce peuple. Le village est resté tel que dans mes souvenirs. Les majestueux Hangseuki sont toujours là. Ces maisons des célibataires font aussi office de temple pour les cérémonies. Elles sont toujours habitées par l'un des sages du village. Les crânes des animaux sacrifiés lors des cérémonies rituelles sont exposés à l'intérieur. Ainsi, l'esprit de l'animal continue à vivre aux côtés des hommes et à participer à la communauté des esprits des ancêtres. Lors de mon dernier voyage,
les garçons célibataires y vivaient également. Aujourd'hui, ils délaissent la vaste salle du Hang Seo-ki qui faisait office de dortoir. Ils restent dans leur famille. Les maisons familiales sont réparties de chaque côté d'une allée centrale. Ça et là, quelques toits de tôle ont remplacé les toits de paille. C'est sûr, ils altèrent un peu le charme du village. Mais si l'on en croit nos amis, ils sont tellement plus pratiques. Laichong est l'un des 3 grands villages de la tribu Zemi. En fin d'après-midi, les femmes se retrouvent autour de l'unique point d'eau. Installé dans la pièce réservée aux hommes non mariés, j'observe les enfants. Les mêmes jeux, les mêmes rires qu'il y a 20 ans. La pluie tropicale, quotidienne en cette saison, s'abat sur le village. C'est avec une pointe d'appréhension que je m'endors, bercé par le bruit de la pluie sur la tôle de notre toit. Le lendemain matin, la sœur d'Etchekambe vient m'offrir une écharpe qu'elle a tissée à mon intention. Mon ami est arrivé à l'aube, après toute une nuit de marche harassante. Ça ne l'empêche pas de partager, alors que nous nous réveillons à peine, quelques verres de bière de riz pour fêter nos retrouvailles. Cette boisson est habituellement consommée lors des grandes occasions. Aujourd'hui, les hommes des monts Kachar en boivent des quantités démesurées. Peut-être pour noyer l'angoisse des lendemains incertains. Nous regardons les photos que j'avais prises il y a 20 ans. Voici le père d'Etchekambe. Il portait alors le châle rouge des chefs de village. En route, direction le village voisin de Hangrung, à une trentaine de kilomètres. La piste est bloquée par un glissement de terrain. Nous poursuivons à pied. Hangrung est un village historique pour la nation Zeliangrong. Centre névralgique de leur culture, il est aussi le symbole de leur résistance identitaire. Comme tous les villages Zemi, Hangrung se trouve sur un promontoire montagneux. Peuple guerrier et ancien chasseur de têtes, les Zemi craignaient les attaques ennemies. C'est pourquoi leurs villages sont toujours posés au sommet des montagnes. Tout juste sortis de l'école, les enfants accourent à notre rencontre. Ils sont suivis par le chef du village. Là encore, les photos prises lors de mon précédent voyage font leur effet. Hangrung est le village de Rani Gandiliu, combattante de la liberté qui lutta contre l'occupation britannique. Etchekambe nous montre la maison qu'elle habita jusqu'à sa mort en 1993. Dans les années 1950, elle fit interdire la chasse aux têtes et réforma la tradition animiste,
pour fonder une nouvelle forme de culture spirituelle, le culte Eraka. Un mausolée lui est dédié, ainsi qu'aux combattants de la liberté qui étaient sous son commandement. De nos jours, tous les enfants des familles restés fidèles à la tradition Eraka portent un petit pendentif à l'effigie de Rani Gandhiliu. Ces dernières années, des temples Eraka ont été érigés dans chaque village. Les fidèles s'y retrouvent pour prier les nuits de pleine lune. Le culte Eraka a permis aux émis de résister mieux que d'autres à l'évangélisation menée récemment par les missionnaires américains dans ces montagnes du nord-est de l'Inde. Ici, les hommes s'entraident pour remplacer la toiture d'une maison familiale. Les femmes, de leur côté, pilent le millet qui servira à la préparation d'une bière locale très appréciée lors des fêtes traditionnelles. Voici Talienne. Je l'avais beaucoup photographié il y a 20 ans, à l'occasion de la grande fête des moissons. Il a aujourd'hui 37 ans et 5 enfants. Il était l'un des meilleurs danseurs du groupe de jeunes célibataires du village. Comme le veut la tradition d'hospitalité très forte chez les émis, je suis invité dans la maison familiale, en compagnie de plusieurs de mes amis d'hier et d'aujourd'hui. L'intérieur des habitations n'a pas changé. Le sol en terre battue, le foyer central, les larges paniers suspendus où l'on fume la viande et fait sécher le maïs. On nous offre du riz, du piment et un peu de viande. Peuple de tradition orale, les émis chantent leurs mythes fondateurs et leurs légendes, mais aussi les enseignements de Rani Gandhiliu. Un prêtre Eraka et ses amis nous offrent un concert improvisé. Pendant ce temps, un des soigneurs du village masse Tchekambe pour soulager ses douleurs. Chansons d'amour, souvenirs de leur jeunesse, mais aussi chants guerriers ou louanges aux esprits des ancêtres. Poème à la mémoire de Rani Gandhiliu. Cette journée va être longue à Boloninglo. On prépare le mariage du fils du chef avec une jeune femme du village voisin de Aizailo. Un grand mitoun vient d'être attaché au poteau des sacrifices. La famille du jeune marié accueillera la cérémonie selon le rituel Eraka. Le père du futur époux nous reçoit chez lui. Nous sommes d'ores et déjà invités à boire à cet événement heureux qui va se dérouler les jours suivants.
Ce matin, nous nous rendons à Choto Laichang. Ce village, fidèle à la tradition Eraka, est réputé pour la qualité de ses danseurs. Comme de coutume à l'approche d'un village zémi, les visiteurs s'annoncent par des cris stridents. Une bonne surprise nous attend. Nous sommes accueillis par Nyume, le père d'Etchekambe. Il n'est plus désormais le chef du village de Laichang. Quel bonheur de nous remémorer les souvenirs et les moments cocasses de mon dernier séjour dans sa tribu. Les villageois ont prévu de nous offrir quelques-unes de ces danses qui ont fait leur réputation bien au-delà des monts Kachar. Choto Laichang est le siège de l'association culturelle Zémi. C'est ici que les anciens transmettent les arts du tissage, de la vannerie et surtout du chant et de la danse. Après la toilette d'usage qui précède toujours les entraînements, il est temps de préparer ses parures. Les garçons se peignent les jambes avec une mixture blanche à base de poudre de riz. Les hommes des tribus Zeliangrong portent traditionnellement des kilts et les jeunes filles des robes brodées de motifs symboliques. Le corps doit toujours être en harmonie avec les couleurs de la nature. Il doit être beau pour que l'esprit qui l'habite s'y sente bien, qu'il le protège et l'accompagne aussi longtemps que possible. Le prêtre Eraka invite les danseurs et danseuses à se rassembler dans la maison des cultes. La danse est l'une des fiertés des Zémi. Et c'est l'une des plus belles qu'il m'ait été donné de voir. Des rythmes lents accompagnent les pas des danseurs. Puis, progressivement, ils se font de plus en plus soutenus et rapides, jusqu'à atteindre une véritable ivresse. Les danses sont toutes en grâce aérienne. Elles symbolisent la nature et rendent hommage aux esprits souvent représentés par l'oiseau. Elles sont tour à tour danses de séduction, danses de guerre et d'intimidation. Les plumes du hornbill sont maintenant remplacées par des plumes en papier.
Le hornbill, ce grand oiseau proche du calao, a quasiment disparu avec les dernières grandes forêts de la région. Chaque matin, à l'aube, les enfants d'Etchekambe s'apprêtent pour l'école. Leur mère, aidée de Chiliman, leur prépare un petit déjeuner consistant. Notre ami a été surnommé Chiliman en raison des quantités impressionnantes de piment qu'il a l'habitude de rajouter aux bons petits plats qu'il nous mitonne tous les jours. Les enfants doivent descendre tout au fond de la vallée. C'est là que sont réunies les écoles, quelques petites boutiques et le temple de l'église presbytérienne. Après leur départ, les villageois rejoignent les champs. Ils y cultivent du riz et du gingembre selon un procédé de culture par essartage. Chaque famille possède quelques petits lopins de terre, souvent assez éloignés du village. Ces champs constituent leur unique ressource. D'ici, on aperçoit au fond de la vallée le village chrétien avec les écoles, les quelques boutiques, le temple et la petite place du marché. Les enfants d'Etchekambe étudient à l'école catholique des Salésiens de Don Bosco. Pourtant, Etchekambe est instituteur dans une école publique. Mais son salaire n'est plus versé depuis un moment et l'école est à l'abandon. Ironie du sort, bien que fervent adepte des enseignements de Rani et défenseur de la tradition Eraka, Etchekambe est obligé d'envoyer ses propres enfants dans une de ces écoles chrétiennes. Pour cette génération prise en étau entre deux formes de pensée, celle de leurs parents encore attachés à la tradition et celle des enseignants des écoles chrétiennes, les notions de culture ou d'identité n'ont déjà plus le même sens. Nous nous sommes établis ici à Laichong en 2000. Nous prodiguons un enseignement général et nous donnons aussi aux enfants des cours de morale et de religion chrétienne. Cette école est dirigée par les pères salésiens de Don Bosco. Ils sont aussi très présents dans tout l'Assam et le nord-est de l'Inde. What song? You will sing? Il y a 23 familles catholiques ici à Laichong. Les autres sont de confession baptiste ou presbytérienne. Il y a aussi quelques hindouistes et dans le village traditionnel, des familles restées fidèles à la tradition Eraka. Les familles restées fidèles à la spiritualité Eraka habitent sur les hauteurs autour des grandes maisons des cultes. Celles converties au christianisme préfèrent quant à elles se rassembler autour des écoles chrétiennes ou du temple presbytérien où les offices sont régulièrement célébrés. Ces nouvelles églises se disputent les âmes des émis qui ont accepté de se convertir. Elles attirent, année après année, un nombre croissant de villageois. La tentation est grande pour ces fidèles. L'adhésion à ces églises est accompagnée d'aides de diverses natures et d'avantages matériels non négligeables. Plusieurs membres de la famille élargie d'Etchekambe, notamment 2 de ses tantes, sont devenus de fervents chrétiens. De plus, ces églises sont les seules à proposer un enseignement de qualité aux enfants.
L'école publique est totalement défaillante dans ces contrées reculées et délaissée par le pouvoir de Delhi. Le rite presbytérien pratiqué dans ce temple laisse libre cours aux transes individuelles ou collectives. L'extase accompagne les prières des fidèles. Dans le petit village de Boloninglo, tout le monde se prépare pour le mariage qui va avoir lieu aujourd'hui. On adresse une prière au Mithun pour que son âme puisse partir en paix, puis il est sacrifié en l'honneur des futurs époux. La queue est découpée en petits morceaux que l'on distribue aux plus jeunes enfants. Ces morceaux de choix sont censés leur donner force et énergie. On rapporte des branches, dont les feuillages seront utilisés pour agrémenter les mets du grand repas de fête. L'ambiance est fébrile chez les parents du jeune marié. Un haut-parleur et une petite sonorisation ont été installés pour animer cette journée de fête. Les chants et les poésies de la tradition Eraka ont été réunis sur de petits livrets qui ont été distribués à toute la population. Ils sont en quelque sorte la mémoire des fondateurs du culte Eraka. Lors des cérémonies, les jeunes de la tribu déclament les chants et les poésies contenus dans ces pages. Le maître de cérémonie, le prêtre de Boloninglo, nous explique la signification de certains des chants entonnés par les jeunes du village. Nous aimerions tant revoir Rani Gandilio. Nous aimerions parler, échanger encore avec elle. Nous nous souviendrons toujours de ses préceptes et de ses enseignements pour notre culture. Les villageois s'affairent à préparer un grand festin. De nombreux convives afflueront bientôt des différents villages émis. Ingrédient essentiel de la gastronomie naga, le piment est utilisé en quantité importante. Il compense l'absence de viande qui n'est consommée que pour les grandes occasions. Ouh là 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 là. Etchekambe et quelques hommes accrochent la tête du grand Mithun au fronton de la maison du marié. Ils y ajoutent ses organes génitaux, symbole de fertilité. Plus tard, son crâne rejoindra ceux des autres animaux sacrifiés dans la maison des cultes. Une clameur s'élève du fond de la vallée. Une longue procession s'approche lentement. La jeune mariée et ses parents arrivent, suivis de leur famille et des habitants de Azailo, d'où ils sont originaires. Ils avancent en chantant. Les femmes sont recouvertes d'un châle.
Tous portent sur leur dos des hottes remplies de présents et de récipients de bambou contenant de la bière de riz et des aliments. Le chef de leur village ouvre la procession, une lance à la main. La tribu du marié les accueille avec des chants de bienvenue. C'est comme la noce! Le père du jeune marié vient se placer derrière le ruban qui délimite l'entrée de sa maison familiale. Chez les Émis, le mariage ne scelle pas seulement l'union de deux personnes, mais également l'alliance des villages dont sont originaires les époux. Le chef de Angrung se tient prêt à annoncer avec son fusil la réunion des jeunes époux et de leurs villages respectifs. Le jeune marié se joint à présent à la procession. Il se place juste derrière sa future épouse. Il entre ainsi symboliquement dans la communauté de sa belle famille. Un ruban symbolise la frontière entre les deux villages. De chaque côté, les deux chefs vantent tour à tour les qualités des mariés et de leur communauté. Puis le chef du village du garçon coupe le ruban symbolique. La procession entre à présent dans la tribu du futur mari sous les chants de bienvenue, les acclamations et les félicitations de la foule. Les présents sont déposés dans la maison familiale. On y trouve toutes sortes de choses qu'Etchekambe est fier de nous montrer. Des poulets, des œufs, du riz, des étoffes. Les villageois se rassemblent autour de ce copieux repas de mariage et partagent la viande du mitoun sacrifié. Des petits groupes de jeunes de Hazailo et de Boloninglo se réunissent autour de ces plats qui symbolisent l'union et le partage. Les mariés et leurs témoins sont invités à s'asseoir devant la placette où les danses vont se dérouler. Désormais, ils ne pourront plus danser, car ils entrent aujourd'hui dans la classe d'âge des adultes. Chez les Émis, la danse est réservée aux célibataires.
Cette danse est une offrande aux esprits de la nature pour qu'ils protègent le jeune couple et apportent bonheur et prospérité à la famille qu'ils vont fonder. La fête terminée, le vieux chef rejoint les siens à Laichong. Au coucher du soleil, les femmes se succèdent au point d'eau, un usage qui se répète à l'aube comme au crépuscule. Le lendemain, dans le village, quelques hommes s'affairent. Ils réparent les barrières et les rampes d'accès. Les anciens profitent simplement du temps qui s'écoule. Certains se consacrent à des travaux d'intérêt commun comme la réfection des toitures, la réparation ou l'entretien des grandes maisons de cérémonie. Les jeunes, eux, se regroupent régulièrement pour les grands travaux collectifs, pour chercher du bois de construction ou aller à la pêche et à la chasse. Un petit groupe d'adolescents revient de la forêt avec des écorces et des lianes. Une fois découpées et pilées, elles serviront pour pêcher dans les rivières. Leur sève permettra d'asphyxier momentanément le poisson qui se laissera beaucoup plus facilement capturer. Malgré les apparences, le monde moderne est là. Il frappe avec insistance aux portes du monde zémi, avec ses rêves illusoires et ses tentations. Année après année, les t-shirts et les jeans remplacent les tenues traditionnelles. L'habitat se transforme et le christianisme se diffuse. L'individualisme remplace l'esprit collectif, si cher aux héritiers de Rani Gandhi. Les Émis résistent pourtant mieux que d'autres à cette globalisation des modes de vie et de pensée. Une globalisation qui va bien au-delà des modèles économiques et frappe les fondements culturels et spirituels des sociétés traditionnelles. La perte de ces repères entraîne nombre de pères de famille à s'adonner à l'alcoolisme, avec son lot d'ivresse, de violence aussi parfois. Si les femmes sont elles aussi sensibles aux sirènes du monde extérieur, elles semblent plus attachées à la culture Eraka. Le tissage de larges châles aux motifs traditionnels reste l'activité à laquelle elles consacrent la majeure partie de leur temps libre. Elles l'enseignent volontiers aux plus jeunes. Elles transmettent ainsi tout un pan de la tradition et de l'identité de leur tribu. À tout moment de la journée, de petits groupes d'enfants se retrouvent autour des anciens. Ils écoutent leurs conseils, les histoires du passé, les légendes et les mythes que l'on se transmet ainsi de génération en génération. Les anciens leur racontent également la vie de Rani Gandhi, la combattante de la liberté. En fin d'après-midi, les jeunes se retrouvent dans la maison des cérémonies pour préparer en chansons les écorces et les lianes.
Ces travaux collectifs sont fréquents dans les villages nagas. Ils favorisent le lien social au sein d'une même classe d'âge. Un matin, pas tout à fait comme les autres, dans le petit village de Laichong. C'est le jour du grand nettoyage et des travaux d'embellissement du village. Une fois par mois, les plus jeunes enfants se rassemblent pour nettoyer les ruelles et les allées dans une ambiance festive. Les deux Angseuki vont être lavés de fond en comble. Dans cette minuscule nation, isolée et oubliée, quelques centaines de femmes et d'hommes des villages d'en haut ont décidé de résister à la marche forcée du monde. À chaque veille des nuits de pleine lune, ils se peignent les jambes en blanc et se parent de leurs plus beaux atours. Quelques enfants anticipent cette soirée de prière et de danse en esquissant déjà quelques pas, comme pour nous montrer ce qu'ils ont appris de leurs aînés. Ce soir, c'est la pleine lune. Tous se rassemblent sur la petite place devant la grande maison des cultes. Les villageois veulent, me dit Etchekambe, que le souvenir que nous garderons de ce séjour soit encore plus fort que celui qui m'a poussé à revenir vers les émis, 20 ans après notre première rencontre. Même s'il faut attendre encore 20 ans, me dit-il, nous attendrons ton retour. Alors mon dernier enfant aura l'âge qu'a aujourd'hui mon premier. Et tu ne te rendras même pas compte du temps qui se sera écoulé. Pendant toute la soirée, les jeunes enchaînent les danses de la plume, de l'oiseau, du bambou et des fleurs. C'est une célébration de la nature, une sorte d'offrande aux esprits de la vie. Bien des choses ont changé en 20 ans. Pourtant, ici, ces mutations ont été moins brutales. Deux de mes complices d'hier et d'aujourd'hui se défient amicalement. Ils brandissent lances et boucliers dans un rituel d'intimidation. Un peu partout, chez leurs voisins du Nagaland ou du Manipur, la tentation est grande de céder aux sirènes du monde extérieur, aux pressions des acteurs économiques, des porteurs de religions nouvelles, et du tourisme international qui se faufile jusque dans les recoins les plus isolés de la planète. Le choix finalement n'existe pas vraiment. Les choses se transforment et s'altèrent
sans que les dernières tribus n'aient le temps ni la possibilité de réagir. Quand le folklore commence insidieusement à prendre la place de la culture et de la tradition, il sonne le glas des dernières nations autochtones. Et me voilà bien malgré moi convié à cet amical défi. Pas question de me défier. Ma maladresse confrontée à l'agilité de mon partenaire me plonge dans le ridicule et fait bien rire nos amis de l'Aishong. Les chants d'amour, qu'autrefois filles et garçons s'échangeaient d'une montagne à l'autre, accompagnent le coucher du soleil. À la nuit tombée, tous se regroupent dans la grande maison des cultes. Quelques-uns s'amusent à l'un des jeux favoris des émis. Sauter suffisamment haut pour s'accrocher aux cornes du mitoun et s'y maintenir le plus longtemps possible. À l'Aishong et dans les villages d'en haut, la culture et la tradition Eraka sont encore bien vivantes. Mais que feront ces nouvelles générations, issues des écoles confessionnelles, qui s'installent les unes après les autres au fond de la vallée ? Cette nuit, emportés dans le tourbillon de la danse, l'éphémère et l'éternité se font complices. C'est comme si ces 20 ans qui nous séparent de notre première rencontre n'avaient jamais été. Comme si le temps venait aujourd'hui d'arrêter son cours pour nous offrir ce goût d'éternité, si cher à ceux qui ont choisi de faire de leur vie un voyage permanent. Bari ke si boy him de la di toy de pai vi lu he pia punu pa ze ne ne pe lang wa zo